Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Un cas d'hantavirus français confirmé par la ministre française de la Santé. Il s'agit d'une passagère du bateau de croisière touchée par le foyer contagieux, rapatriée hier en France avec 4 autres Français. Elle est actuellement à l'isolement à l'hôpital Bichat à Paris. Son état de santé vraisemblablement s'est dégradé dans la nuit. La plupart des autres passagers du bateau de plusieurs dizaines de nationalités a été débarqué hier aux Canaries en Espagne. Des passagers qui ont été répartis à leur tour dans les hôpitaux de leurs pays respectifs avec des protocoles différents. On y reviendra dans le détail dans le journal de 11 h. Est-ce que le glas sonne pour Keir Starmer? C'est la question que se posent les Britanniques en ce début de semaine, alors que le Premier ministre doit prononcer un discours dans la matinée, après la défaite cuisante de son parti aux élections locales de la fin de semaine dernière. Et puis l'info de ce lundi nous amène également au Kenya. L'ère du précaré français en Afrique est terminée, a dit Emmanuel Macron, et à quelques heures de l'ouverture d'un sommet Afrique-France organisé pour la première fois dans un pays anglophone, qui s'appelle d'ailleurs Africa Forward. La France veut diversifier ses relations sur le continent après les revers subis notamment au Sahel. Et c'est au Kenya précisément que nous allons poser les valises de Parlons-en jusqu'à 10h45 à Nairobi c'est à Nairobi que Paris veut acter ce tournant dans ses relations avec l'Afrique, avec ce sommet organisé en terre anglophone. Emmanuel Macron le voit comme le prolongement de sa politique africaine engagée depuis, dit-il, le début de son premier mandat. Mais l'entend-on effectivement ainsi sur cette partie du continent qui n'a pas ses liens historiques avec Paris? Attend-on vraiment la France à Nairobi ou à Abuja? C'est-à-dire que Paris tourne le dos à l'Afrique francophone, dont une partie est sous pression et notamment sous pression djihadiste. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Paul Deutschmann, Nyagale Bagayoko, Francis Lalupo et Bastien Renouille qui est à Nairobi. Bonjour à tous, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Nyagale Bagayoko. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la présidente de l'African Security Sector Network, qui est un réseau non gouvernemental d'institutions africaines qui travaillent notamment sur la sécurité. Merci d'être là. À vos côtés, Paul Deutschmann. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Intelligence. Et puis Francis Lalupo est avec nous. Bonjour Francis. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, enseignant en géopolitique et chercheur associé à l'IRIS. On l'a aperçu à l'instant, la direction de Nairobi. Vous retrouvez Bastien Renouille. Vous êtes notre correspondant au Kenya. Bonjour Bastien. Vous êtes là où il faut être aujourd'hui, car aujourd'hui et demain, donc, Nairobi accueille ce sommet Africa Forward organisé conjointement entre la France et le Kenya. D'abord, quelques mots du programme. Il y a 2 séquences majeures aujourd'hui et demain. Bonjour Pauline, absolument, oui. Aujourd'hui, donc ce premier jour de sommet, c'est principalement tourné vers le business. Il y a environ 6000 délégués français et africains, représentants des entreprises, qui se sont réunis ici à Nairobi pour se rencontrer, pour discuter de nouvelles opportunités et éventuellement signer des contrats. Ils sont réunis dans ce bâtiment derrière moi où il y a plusieurs scènes différentes qui parlent de différents enjeux du continent, l'agriculture, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la santé, et qui donc vont échanger durant toute la journée. Ces entreprises qui cherchent à attirer les investissements français, il faut le dire, en Europe et en France, investir en Afrique, c'est souvent perçu comme compliqué, comme risqué. Alors l'objectif, c'est de permettre à des entreprises françaises qui ne connaissent pas très bien le continent de pouvoir rencontrer des partenaires ici et les rassurer, leur montrer qu'il est possible de faire des affaires en Afrique. Et puis demain, ce sera un sommet entre chefs d'État et chefs de gouvernement, 35 représentants de gouvernement, nous dit l'Élysée, qui vont se réunir en séance plénière pour parler là aussi de nombreux enjeux qui touchent le continent, pour que la France puisse comprendre comment elle peut mieux répondre à leurs attentes, comment elle peut travailler avec le continent, et ce afin de faire passer un message, comme vous le disiez au début de cette émission, la France-Afrique c'est terminé, maintenant c'est une relation d'égal à égal selon l'Élysée. Alors précisément, qu'est-ce que les Kenyans pensent de ce sommet, Bastien ? Eh bien, soyons honnêtes,
La très grande majorité des Kenyans n'a pas conscience qu'un tel sommet a lieu en ce moment à Nairobi. S'il est connu de la population, c'est principalement à cause des bouchons qu'il occasionne. En revanche, les politiques, les économistes et les entrepreneurs, eux, sont bien au courant. Les politiques sont ravis qu'il ait lieu ici. C'est en termes de communication excellent, notamment pour William Ruto, le président, qui est candidat à sa réélection l'an prochain. Attirer ce sommet au Kenya, c'est montrer que son pays fonctionne bien, qu'il est en croissance, qu'il attire des entreprises et des gouvernements étrangers. Vraiment, le président kenyan fait là une très bonne affaire électorale. Les économistes et les entrepreneurs, eux, se disent qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir durant ce sommet, qu'il y a beaucoup de capitaux à engranger. Hier, plus d'1 milliard d'euros d'investissements ont été promis par la France. Aujourd'hui, il va y avoir de nouvelles annonces. Alors, si ces investissements sont les bienvenus, qu'en est-il de la présence française ? J'en parlais la semaine dernière avec un économiste de cette université, l'université de Nairobi. Il me disait que les Français seraient les bienvenus à 2 conditions. Et il faut qu'ils respectent absolument ces 2 conditions. La première, c'est de venir avec une expertise dans des domaines précis. Il ne faut pas qu'ils viennent pour investir et juste investir dans divers domaines sans expertise. Il faut qu'ils aillent vers l'énergie, vers la santé, vers le tourisme, des domaines que la France connaît bien. Et ensuite, il faut qu'ils viennent ici pour faire du business d'égal à égal et non pas pour venir essayer d'apprendre des leçons au continent africain. Voilà pour le contexte. Merci beaucoup Bastien Renouille à Nairobi. On va vous retrouver bien sûr tout au long de ces 48 heures de sommet au Kenya. Africa Forward donc. C'est le nom donné à ce rendez-vous kényan. Nyagale Bagayoko, évidemment, le fait que cet intitulé soit anglais n'a échappé à personne. On est loin des vieux sommets France-Afrique, puis Afrique-France. Aujourd'hui, on est sur Africa Forward. C'est le sommet du renouveau ou c'est une opération communication ? C'est les deux, je dirais, mais c'est surtout la volonté marquée très clairement par Emmanuel Macron d'effectuer une sorte de bilan de tout ce qu'il a cherché à mettre en œuvre depuis 2017, depuis son fameux discours de Ouagadougou, où il estime avoir déroulé une feuille de route extrêmement claire, dont la plupart des chapitres auraient été mal compris. 2017, je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Quelles sont les règles de l'état de droit ? Absolument. Malheureusement, ce sommet avait été pollué par un incident, puisque le président Roch-Marc Christian Carbonnet avait quitté la salle et le président Macron lui avait dit à la salle il est allé réparer la climatisation. Et c'est malheureusement ça qui est resté de ce sommet de Ouagadougou. Mais il n'en reste pas moins que le chef de l'État cherche toujours à démontrer le bien fondé de sa politique, et notamment en démontrant qu'il convient de sortir non pas seulement du pré-carré, mais plus largement de l'espace francophone qui est aujourd'hui largement oublié dans le cadre de ce sommet-là. Alors en tout cas, le pré-carré français en Afrique est terminé, effectivement depuis 2017. C'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce qu'il l'a redit hier à Nairobi. On va l'écouter. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. Est-ce qu'il n'y a pas, Francis Laloupeau, quelque chose un peu contradictoire dans ce discours quand Emmanuel Macron, 9e année de mandat, vient dire tout à la fois moi j'en ai fini avec le précaré de la France en Afrique depuis 2017 et qu'il dit dans le même moment il faut regarder l'Afrique différemment? Oui, je crois qu'il y a d'abord, l'affirmation d'une volonté, c'est-à-dire une volonté qui est ancienne d'ailleurs, qui dépasse le seul mandat d'Emmanuel Macron. Ça fait quand même une vingtaine d'années que l'on parle de la nécessité de rupture avec les mauvaises pratiques, disait-on, de la France-Afrique. Et ça fait... Alors, il y a eu évidemment une volonté de rupture. Aujourd'hui, on parle de renouvellement.
Entre-temps, on parlait également de refondation des relations entre la France et l'Afrique. En fait, Emmanuel Macron, c'est l'acteur, je dirais, de la synthèse, en quelque sorte, d'un certain nombre d'événements qui ont concouru, en fait, à ce sommet qui consacre, comme il le dit lui-même, la fin du précaré. Il faut dire que cela fait quelques années qu'on parle de cette volonté de rupture. Emmanuel Macron, en arrivant à l'Élysée, a déclaré à Ouagadougou qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Bon, on lui a fait comprendre très vite, évidemment, qu'il fallait qu'il y ait peut-être une politique, disons, plus ordinaire, et non pas, je dirais, une absence de politique, absolument. Et puis, il y a des facteurs exogènes qui ont concouru à changer totalement la relation de la France avec les pays africains. Il y a des contraintes diplomatiques, il y a eu des ruptures d'alliances, il y a eu également une situation mondiale des recompositions à l'échelle internationale qui a amené également la France, je dis, à se repositionner à la fois sur la scène européenne, sur la scène internationale et vis-à-vis de ses partenaires africains. Alors, il y a également ce qui s'est produit en Afrique depuis, je dis, une trentaine d'années déjà, c'est la diversification des partenariats des pays africains opérés par la seule volonté des pays africains. Mais c'est l'ensemble, évidemment, de tous ces facteurs, on peut en citer d'autres, évidemment, qui amènent Nicolas Sarkozy à poser aujourd'hui un acte... Emmanuel Macron, pardon. Je ne parle de Nicolas Sarkozy parce que c'est depuis Nicolas Sarkozy qu'on parle de rupture, évidemment, avec évidemment, des fortunes diverses. Alors, Emmanuel Macron, donc, en réalité, il fait simplement, je veux dire, c'est un acte de réalisme. De politique que de consacrer aujourd'hui ce qu'il appelle, je dirais, la rupture avec le précaré, la fin du précaré. Mais cette fin du précaré, c'est à la fois une action d'Emmanuel Macron, mais également, je dirais, des contraintes extérieures, des facteurs exogènes qui ont concouru à créer cette situation qui permet aujourd'hui de consacrer cette nouvelle ère, si l'on peut dire, de la politique africaine de la France, ou d'une politique, en tout cas, franco-africaine, à Nairobi, terrain neutre s'il en est, puisque nous sommes hors du champ francophone. Oui, Paul Deutschmann, si le président Macron est aujourd'hui à Nairobi, faut-il le rappeler, facteur exogène, rappelé Francis Laloupeau, c'est parce qu'elle a été conduite ailleurs ? Oui, il y a deux dynamiques. Je pense qu'il y a un regard très pragmatique sur les dynamiques aujourd'hui qui sont celles que les pays anglophones sont les géants du continent, le Kenya, le Nigeria, l'Angola pour l'Afrique lusophone. Lui est très sensible à ça. Il a fait son stage de l'ENA en 2004 au Nigeria, excusez-moi, et très tôt il a été assez sensible à ces milliardaires nigérians, Tenou Elumelu, Aliko Dangote, qui sont d'ailleurs étroitement associés à l'organisation de ce Aliko Dangote, sommet, le Nigérian qui sera là aujourd'hui. Qui sera là, et on voit bien que c'est une forme de fascination pour ces grandes figures du capitalisme africain qui ne sont pas aussi issus d'Afrique francophone subsaharienne. C'est une réalité, il y a très peu de patrons aujourd'hui qui sont à Nairobi et qui sont issus de l'Afrique francophone. Donc il y a un vrai attrait économique. Il y a un vrai attrait économique, et puis il y a évidemment cette grande désillusion. Emmanuel Macron, c'est le discours de Ouagadougou, on l'a bien rappelé, c'est l'idée que l'Afrique de l'Ouest va être finalement ce champ des transitions, des alternances politiques, de la Côte d'Ivoire au Sahel. Et en réalité, il faut constater qu'aujourd'hui, c'est un aveu, je pense, à la fois d'échec, parce que Alassane Ouattara est toujours au pouvoir. Au Mali, les régimes en place ont été balayés par des juntes. Et on voit qu'il y a un tournant autoritaire qui est en train de se généraliser. L'Afrique centrale, qui a été snobée pendant tout le premier mandat d'Emmanuel Macron, est revenue dans le jeu à la faveur notamment de la visite de 2023, avec un espèce de pragmatisme de dire finalement on va faire avec ce qu'on peut. Donc il y a une vraie désillusion à l'égard d'États francophones, ça c'est une réalité. Quand on pose la question de est-ce que ce sommet marque une espèce de France qui tournerait le dos à l'Afrique francophone, l'Élysée dit non. Et pour preuve, il y a bien sûr dans la trentaine de chefs d'État présents à Nairobi aujourd'hui, le Sénégalais Faye, l'Ivoirien Ouattara, le Congolais Tshisekedi. C'est faire effectivement avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut faire encore aujourd'hui, miser sur les deux tableaux ? Oui, absolument. Mais il faut se garder de reproduire ce qui s'est passé lors du sommet précédent, qui était le sommet de Montpellier, où il y avait eu le choix de mettre l'accent avant tout sur la société civile. 2021. Exactement, en excluant les autres États. Les États en tant que tels, et on s'aperçoit qu'il pourrait y avoir un certain sentiment de frustration chez un certain nombre d'États francophones. Mais il est vrai aussi que la relation de la France, justement, avec ses alliés traditionnels, s'est considérablement dégradée sous les deux mandats d'Emmanuel Macron.
Et pourtant, effectivement, c'est lui l'homme de Ouagadougou, on l'a rappelé. Vous parliez de tout ce champ lexical, refondation, rupture, renouvellement, qui ne date pas que d'Emmanuel Macron, même s'il a effectivement peut-être accéléré ce processus. Mais est-ce que on est à un moment là où on a dépassé le cadre du champ lexical, de la rupture, du renouvellement, de la refondation? Est-ce qu'on est dans le concret ou est-ce qu'on est encore à dire, comme le disait hier Emmanuel Macron à Nairobi, il ne faut pas regarder l'Afrique comme avant? Est-ce qu'on la regarde? Est-ce qu'on est dans l'action aujourd'hui? L'action, le concret dont vous parlez, se traduit par l'économie, par les investissements, donc par des éléments palpables et concrets. Je dirais que Paul disait tout à l'heure que les situations politiques en Afrique de l'Ouest notamment se sont complexifiées au cours de ces dernières années, se sont même compliquées d'ailleurs. Alors quand la politique devient compliquée, il y a une réponse, c'est l'économie. Voilà, on se détourne de la politique pour évidemment se tourner vers le champ économique. Là aussi, ce n'est pas nouveau parce que vous savez, sous François Hollande, on avait initié à l'époque la diplomatie économique en réponse justement, je dirais, au schéma politique qui commençait à devenir un peu compliqué et que l'on voyait bien évidemment se manifester à l'horizon. Et cette diplomatie économique à l'époque n'avait pas évidemment porté ses fruits. Ça s'est terminé par des rapports évidemment sans lendemain. Et aujourd'hui, là aussi, Emmanuel Macron est en train de reprendre à son compte cette diplomatie économique, c'est-à-dire établir les relations entre la France et l'Afrique sur le schéma économique, essentiellement économique. Comme ça, au moins, je veux dire, il est plus facile, je dirais, de répertorier les résultats que dans le champ politique où la France a perdu pied au cours de cette dernière année. Mais Bastien Renaud, il le rappelait tout à l'heure, est-ce qu'on attend la France à Abuja, à Nairobi? Bastien disait qu'on ne voulait des investissements basés que sur des expertises et non pas bouche ouverte en déjà attendant plus concrètement, effectivement... vous parlez d'Abuja, par exemple, les principaux grands partenaires en termes d'échanges économiques de la France sur le continent africain aujourd'hui, ce sont des pays non francophones. C'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud, et bientôt le Kenya d'ailleurs. Donc, je veux dire qu'il ne s'agit pas de tourner le dos, je pense que c'est une question qui revient souvent et que vous avez posée plus d'une fois. Il ne s'agit pas de tourner le dos à l'Afrique francophone, il s'agit simplement d'élargir le spectre relationnel, le spectre de la diplomatie africaine de la France. Donc, je pense que c'est maximiser finalement les capacités de la France à pouvoir, dans un champ concurrentiel devenu extrêmement compliqué sur le continent, face à des grands concurrents tels que la Chine, tels que les États-Unis, les États-Unis, la Turquie, les Émirats arabes unis notamment. Il s'agit pour la France, je dirais, de tracer son sillon et trouver, je dirais, maintenir au moins ses parts de marché dans un marché qui est en train de se développer considérablement, parce que les entreprises françaises ne perdent pas réellement, je dirais, des parts de marché sur le continent africain. C'est que le marché lui-même s'est développé. C'est un marché qui s'est multiplié par 4 en termes de dimension au cours des 15 dernières années. D'où la présence dans la délégation française de très grands patrons français, le patron de Total Energy, le patron de CMA-CGM, le patron d'Accor, le patron de Danone. Voilà, on en voit certains des visages. Il s'agit, encore une fois, on attend, je n'imagine pas, ces grands patrons français la bouche ouverte en se disant qu'ils vont... c'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il faut que ce soit d'égal à égal, évidemment. Oui, alors là, on a aussi des patrons qui n'ont pas eu besoin de la France, enfin de l'Élysée en l'occurrence pour certains, pour tisser des relations. On prend le cas Total Energy, ils sont au Nigeria finalement bien avant cette dynamique initiée par Emmanuel Macron. C'est le cas en Angola aussi, pour CMA-CGM aussi, ils sont au Nigeria. Donc il y a ces groupes-là qui sont un peu les fers de lance. C'est vrai qu'il y a une réalité qui est quand même beaucoup plus contrastée. Si on prend le cas des établissements bancaires, qui sont essentiels dans le financement des entreprises, tous les grands groupes bancaires français ont quitté ou sont en phase de quitter le continent africain. La BNP l'a déjà quasiment quitté, le Crédit Agricole, la Société Générale, il lui reste finalement que presque la Côte d'Ivoire. Donc en fait, cette dynamique-là, elle est quand même aujourd'hui assez contre-intuitive pour des milieux d'affaires de voir les grands groupes bancaires quitter le continent. Donc c'est vrai que ça va être une des complexités, d'ailleurs, qu'a dénoncé Emmanuel Macron. Il était très agacé de ce grand retrait des groupes bancaires français. Remplacé d'ailleurs très largement, notamment en Afrique de l'Ouest, par les banques marocaines, ce qui prouve effectivement la multiplication des partenariats et la nécessité pour la France de démontrer sa propre valeur ajoutée. Est-ce que ce président français, qui est en fin de second mandat, faut-il le rappeler, et qui, même s'il y a eu ces discours importants et cette inflexion importante, il y a eu des choses de fait, bien sûr, je pense à la restitution des biens spoliés pendant la colonisation, une certaine
un discours à propos de la colonisation en Algérie notamment. Donc il a dans ses bagages des choses et des actes. Est-ce que ça peut être celui effectivement du virage où le passif est trop important, pas tant de sa personne propre, mais de l'histoire et ce qu'il voulait finalement engranger, ce sera que son successeur qui en récoltera les fruits, si toutefois il ou elle poursuit dans la même direction? À mon avis, il sera très difficile pour Emmanuel Macron d'effacer le passif, comme vous le mentionnez, de ses propres mandats. Parce qu'il y a eu un certain nombre de déclarations qui ont marqué au fer rouge sa personnalité, sa façon de s'adresser aux Africains, qui est globalement perçue comme beaucoup trop arrogante. Encore aujourd'hui. Oui, comme beaucoup trop paternaliste. Alors, dans le monde anglophone, c'est un peu différent, mais il y a des ponts entre le monde francophone, le monde anglophone. Il ne faut pas du tout penser qu'on est face à des entités complètement hermétiques les unes aux autres. Et pour ce qui est du passif colonial, il y a une problème dans la façon dont il a été géré. On voit bien que la Grande-Bretagne n'a absolument pas le même type de problème que la France. Vous parlez de la politique mémorielle. Il y a un acte extrêmement important qui a été fait aussi, c'est le rapport Duclerc à propos du Rwanda. Donc en effet, il y a des actes qui ont été posés, mais à mon avis, ils sont insuffisants pour valoriser le bilan de la politique africaine du président Macron. Est-ce que l'histoire est injuste avec Emmanuel Macron, Francis Laloupeau, sur ces questions-là? La question, évidemment, elle est un peu compliquée parce que... Est-ce qu'il est le président le moins France-Afrique de l'histoire récente de la Ve République? Il est certainement le président, en fait, qui a été l'héritier de tous les rendez-vous manqués de la politique africaine de la France sur le continent. C'est un peu, je dirais, le syndic de toutes les faillites, en quelque sorte. Une copropriété conflictuelle. Exactement. Et d'où la nécessité pour lui, d'ailleurs, d'innover. Parce que, évidemment, la question de l'innovation est présente tout le temps dans le discours d'Emmanuel Macron. Là, il est effectivement dans son discours aujourd'hui au Kenya, ce serait plutôt, on prendrait des allures testamentaires, je dirais. Donc c'est le testament, c'est le dernier sommet. La question de savoir effectivement si ce qui va se produire à Nairobi aura une suite. C'est bien la question. Parce que, en fait, vous savez, la question de la charge coloniale, c'est une question aujourd'hui qui se règle en fait à la fois par les Africains et par les Français. C'est-à-dire que le fait de faire ce sommet au Kenya, c'est une manière évidemment de sortir, je dirais, de cette charge particulière qui a toujours pesé sur la politique africaine de la France ou sur la politique franco-africaine, quoi. La question qui est au cœur de ce sommet, la vraie question, qui est une question aussi persistante depuis plusieurs années, c'est quelles sont les possibilités pour banaliser tout simplement la politique africaine de la France, de la présence française sur le continent africain. Quelles sont les possibilités pour banaliser, pour la rendre tout simplement ordinaire, pour ne pas en faire, je dirais, un champ particulier, pour sortir justement, je dirais, de cette charge coloniale, de cette charge historique qui a toujours donné à cette politique, je dirais, un aspect singulier. Il faut sortir de la singularité et peut-être basculer nécessairement dans la banalité. Peut-on banaliser la présence française en Afrique, Paul Deutschmann? En tout cas, de l'extérieur, on voit que c'est peut-être une des clés et qu'il y a eu un avant et un après entre le premier mandat et le deuxième mandat, où le premier mandat, en effet, il y a ce champ lexical de l'amour qui est souvent convoqué quand il parle de l'Afrique. Il déclare qu'il y a une relation d'amour entre la France et l'Afrique et qui mobilise à ce moment-là justement cette idée qu'il y a une relation particulière et singulière et qu'aujourd'hui on voit que le rapport très dépassionné, c'est à la fois ce que demandent les élites aujourd'hui africaines en partie dans leurs relations. Elles veulent des relations qui soient similaires avec la France, qu'elles soient avec la Turquie, avec la Chine ou d'autres. Je pense que formalise assez bien le Sénégal aujourd'hui dans ses relations. Alors il y a en effet certains chefs d'État africains, on peut le dire, en Afrique centrale ou même en Afrique de l'Ouest, quelques-uns qui ont encore ce rapport particulier avec la France qui des fois le ramène peut-être à ce qu'il lui aimerait garder à distance. C'est vrai qu'il y a un héritage
qu'il n'aime pas revendiquer, qui est celui de son prédécesseur, qui est Barkhane. En mars 2017, en pleine campagne, il dit « Moi, Barkhane, ça sera fini ». Il déclare finalement que l'agenda sécuritaire ne doit pas saturer l'agenda diplomatique. Et en réalité, il est rattrapé par ça tout au long de son premier mandat. Et on voit qu'aujourd'hui, alors c'est la fin de son mandat, mais il tente en tout cas de encore plus matérialiser le fait que c'est une époque passée. Ouais. Oui, le continent ne veut pas des regrets éternels d'un amoureux éconduit, d'une certaine façon. Oui, et puis ce que vous évoquez quant à l'agenda sécuritaire rattrape encore ce sommet. Parce qu'on dit qu'on parlera que business, mais évidemment il va y avoir demain, à ma connaissance, une session consacrée aux questions de sécurité, auxquelles il est impossible d'échapper tant elles mobilisent justement l'actualité africaine tous les jours. Donc plusieurs crises seront évoquées. Et on parlera également de cette fameuse résolution 2719 du Conseil de sécurité qui prévoit que l'ONU finance les opérations de paix de l'Union africaine. Parce qu'il y a aussi cette volonté d'Emmanuel Macron de remettre au centre du jeu l'Union africaine. Et d'ailleurs, il est prévu qu'il se rende au siège de l'organisation dans la foulée de son déplacement à Nairobi. Et oui, mais c'est là que, d'une certaine façon, on peut peut-être se demander si le serpent ne se mord pas la queue, puisque la France va être rattrapée, elle ne peut pas échapper à ce volet sécuritaire et politique et au contexte actuel. Il y a eu le 25 avril à Kidal, bien sûr, le succès de l'offensive djihadiste et Touareg et d'une certaine façon la déroute des Russes. Donc la France est rattrapée par ses propres liens avec le Mali, évidemment. Oui, nécessairement, parce que c'est un sommet qui ne peut pas, je dirais, se soustraire des grandes questions qui agitent à la fois le continent et le monde, quoi. Et dans le communiqué d'ailleurs que Emmanuel Macron a publié conjointement avec le président kenyan William Ruto, je veux dire qu'ils ont replacé aussi ce sommet, je veux dire, dans le contexte mondial, en disant que voilà, ce sommet devrait permettre de réfléchir sur la manière justement de dénoncer le retour de la logique des blocs, les nouvelles formes de prédation, les nouveaux impérialismes, etc. Tout cela, évidemment, c'est une manière de reconvoquer en quelque sorte la politique dans un sommet qui se veut essentiellement économique et qui porte sur les investissements ou sur l'architecture financière mondiale. Donc, je pense que cette question de la sécurité, c'est difficile de la contourner, puisque la plupart des pays qui sont au Kenya, et même ceux qui n'y sont pas, sont engagés, je dirais, dans cette urgence-là. Et d'ailleurs, si l'intention, c'est aussi que ce sommet fasse concurrence à d'autres sommets sur le volet business identique organisés par la Chine et la Russie, ce que les dernières semaines ont montré, et notamment au Sahel, c'est que la Russie n'est pas invincible et que la France ne peut pas abandonner le terrain d'une certaine façon, Paul Lötschmann. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en même temps, toujours, et qu'en fait, ce volet économique s'articule aussi avec une coopération de défense avec ces pays anglophones. C'est-à-dire qu'il y a un accord de coopération de défense qui est en cours avec le Kenya. Il y a des échanges avec le Nigeria qui sont assez poussés. Donc il y a une logique aussi de proposer, et il y a un savoir-faire militaire français historique sur le continent qui est de pouvoir aussi proposer, alors dans une nouvelle logique de deuxième rideau, d'être avant tout sur de l'appui opérationnel. Mais il y a un volet militaire aussi avec ces pays anglophones. Il n'y a pas que du business. C'est peut-être celui aussi dans lequel des fois les pays sont les plus demandeurs aussi, pour certains. Pays anglophones. Donc en tout cas, il y a ces deux volets dans le cadre, alors pas dans le cadre directement de ce sommet, mais dans le cadre de ces relations avec ces géants anglophones. Ouais. Négalé Bakayoko sur le volet sécuritaire. Oui, alors il y a, je pense quand même, sincèrement, une volonté de démilitariser la politique africaine de la France. C'est-à-dire de la rendre beaucoup plus diplomatique et politique. Ce qui ne signifie pas, comme vous le dites, qu'il n'y a pas un volet militaire dans cette politique. Mais d'une manière générale, il est vrai que la France, en Afrique, a été symbolisée par deux éléments au cours des 50 dernières années. C'est avant tout sa monnaie, le franc CFA, qui est toujours en vigueur. Ça, c'est un échec d'ailleurs du président Macron qui voulait travailler dans l'espace ouest-africain à la valorisation de ce fameux euro au sein de l'espace CEDEAO. Pas beaucoup avancé sur ce sujet. Non, parce qu'il y a eu conflit justement avec les pays anglophones, avec le Nigeria et avec le Ghana, qui ont considéré que c'était leur idée qui était réappropriée
de manière assez scandaleuse par la France et par la Côte d'Ivoire. Mais donc l'autre volet était celui de la présence militaire française en Afrique. Et la présence militaire française en Afrique a non seulement connu un camouflet au Sahel, mais également dans les pays où se situaient des forces françaises prépositionnées de manière permanente. Donc aujourd'hui, à travers notamment le commandement pour l'Afrique, il y a un effort pour s'introduire dans un style de coopération militaire beaucoup plus discret, beaucoup plus multidimensionnel aussi. Et en effet, des pays anglophones, et particulièrement aujourd'hui le Nigeria, qui est en demande par rapport à la France, est un acteur important à suivre. Francis. Juste un mot sur la question du franc CFA. Il faut quand même préciser que cette réforme du franc CFA concerne pour l'instant uniquement l'Afrique de l'Ouest. Oui. On attend que l'Afrique centrale... n'a pas suivi. On attend d'ailleurs que l'Afrique centrale, les pays francophones d'Afrique centrale, fassent aussi, je dirais, la même démarche et s'inscrivent dans cette dynamique qui, pour l'instant, concerne l'Afrique de l'Ouest. Et justement, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il y a la question du rythme aussi, je dirais, d'avancement des pays concernés, quoi. Parce qu'il y a l'agenda, évidemment, régional qui est un agenda... évidemment particulier, où il y a les pays francophones qui doivent, qui sont invités donc à s'atteler à cette réforme du franc CFA, et il y a les pays anglophones qui sont associés aux pays francophones dans le cadre de la CEDEAO. Tout cela, évidemment, devrait donner naissance à une nouvelle monnaie qu'on appellerait l'ECO, en tenant compte, évidemment, des spécificités du franc CFA et de la réalité des autres monnaies nationales. Donc la question ne concerne pas simplement, je dirais, la France. La question ne concerne pas simplement Emmanuel Macron. Cette question relève aussi de la volonté, de la détermination et de la décision des pays africains, et particulièrement ceux de l'Ouest. J'en reviens, alors j'ai bien compris qu'il ne s'agissait plus de parler d'affect entre la France et l'Afrique. En tout cas, c'est ce vers quoi le second mandat d'Emmanuel Macron est allé. Mais cette Afrique francophone et lusophone que Emmanuel Macron a quand même sillonné au cours de ses 2 mandats, d'une certaine façon, elle n'est pas dupe de ce que ce changement de méthode, cette réorientation est un peu contrainte et forcée. Oui, complètement. C'était assez amusant quand on interrogeait par exemple les conseillers des chefs d'État d'Afrique centrale, Congo, Gabon, en 2023, qui avaient été un petit peu snobés durant la premier mandat, qui disaient finalement on est finalement les îlots de stabilité, on est un peu ces vieux chefs d'État, ces dinosaures, certains en poste depuis plusieurs décennies, et donc c'est vrai qu'ils regardaient avec amusement finalement l'intérêt un peu nouveau, c'est vrai, il fallait le dire, de l'Élysée pour cette Afrique centrale. C'est une certitude en effet sur le fait que Emmanuel Macron a changé de son discours aussi en 2020, quand Alassane Ouattara dit qu'il va se retirer pour laisser place à un candidat. Il le félicite, et qui a un discours qui est beaucoup plus volontaire sur la question du troisième mandat, du premier mandat. Il l'encourage à ce qu'il n'y ait que 2 mandats. Il y a cette idée finalement qu'on va aller vers une alternance et ce jeu politique. Force est de constater que c'est un discours qui a disparu aujourd'hui, qui est assumé d'ailleurs par l'Élysée. On n'est plus dans du dogmatisme. On va se positionner au niveau des organisations régionales. S'il y a des organisations qui s'opposent à des potentiel 3e mandat, on pourra endosser ces positions-là, mais on n'aura plus de position comme c'était le cas durant le premier mandat. Vous évoquiez, je crois, tout à l'heure, Paul, le cas de la présidence sénégalaise. Est-ce qu'elle incarne précisément cette relation, peut-être là-dessus, Niagale Bagayoko, est-ce que la relation entre Diomaye Faye aujourd'hui et le président Macron, en tout cas les discours à distance, représentent ce qu'est cette relation normale, vous disiez, une relation normale? Alors, banale. À mon avis, ça va au-delà dans le cas du Sénégal, parce que le Sénégal, de par l'orientation idéologique du PASTEF, incarne aussi ce que l'on appelle le néo-panafricanisme, c'est-à-dire cette très forte revendication patriotique, nationaliste, souverainiste, qui saisit la plupart des États africains, qu'ils soient démocratiques ou qu'ils soient autoritaires. Et ça, c'est un
un volet qui, à mon avis, n'est pas forcément pris en compte dans le sommet actuel. C'est-à-dire que les États africains sont aujourd'hui extrêmement jaloux de leur souveraineté, mais aussi de leur culture, de leur propre identité. Et ça, c'est quelque chose qui devrait, à mon avis, être prise en considération davantage. En fait, si j'entends tout ce que vous me dites, c'est mission quand même quasi impossible pour le président Macron qui, à minima, marche sur des œufs et, dans le pire scénario, ne peut pas parvenir à faire, parvenir à joindre tous ces enjeux économiques, historiques, sécuritaires. Mais je crois que ce qui prime aujourd'hui, en fait, dans la politique française vis-à-vis de l'Afrique, c'est la synthèse, voilà, c'est le principe de réalité. Et qu'en fait, je pense que la France fait avec l'existant, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont, je dirais même qu'en certains cas, ce sont certains pays africains qui imposent leur agenda à l'Élysée plutôt que, je dirais, prendre en compte les humeurs ou les volontés de l'Élysée, quoi. Et en cela, ça me fait penser, je dirais, à ce concept qui était en vigueur beaucoup dans les années 90 et 2000, c'est ce qu'on appelle le consensus de Washington et le consensus de Pékin. Et j'ai l'impression qu'en fait, le sommet de Nairobi s'inscrit davantage dans le consensus de Pékin que dans celui de Washington. Alors, Washington, c'était évidemment une diplomatie internationale, notamment vis-à-vis de l'Afrique, basée sur, je dirais, l'exigence démocratique. Le consensus de Pékin, c'était plutôt le commerce d'abord et le commerce avant tout, sans exigence politique ou démocratique. Donc, en fait, la politique est exclue, je dirais, aujourd'hui, de cette diplomatie qui est en train d'émerger. Ce qui compterait, je dirais, c'est simplement, je dirais, le commerce et la capacité de tous les partenaires de pouvoir faire le bilan régulièrement de leur part de marché et de leurs avantages en termes d'investissement et en termes économiques. Donc on se dirige vers des relations sans exigence politique particulière. Paul Haugemann. Oui, complètement. D'ailleurs, on voit bien, il y a cette dimension un petit peu d'assumer des positions sur les questions de politique publique des États ou même sur le taux de natalité qui a été un sujet au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron ont totalement disparu, au même titre qu'on en parlait tout à l'heure, des questions de démocratie, de limitation de mandat. Donc, mais quitte à se restreindre dans ce que la France pourrait dire à d'autres partenaires tout ailleurs dans le monde, États-Unis notamment, c'est trop intense, il y a trop de passifs, il faudra ne pas dire des choses qu'on aurait dit à d'autres partenaires. Oui, en tout cas, c'est certain qu'il y a des messages qui auraient été passés même il y a 3 ou 4 ans sur certains cas très pratiques d'élections qu'on a pu avoir dernièrement, qui ne sont plus passés en ces termes-là. Et c'est d'ailleurs assumé et revendiqué aujourd'hui clairement par la diplomatie française de ne plus être dans ce rôle-là. Le contexte international est... Donc la relation ne peut pas être banale. Elle peut pas être banale. Je pense que le contexte est quand même un contexte d'ordre général où la démocratie, où que ce soit, en Europe d'ailleurs, comme aux États-Unis ou ailleurs, elle est aujourd'hui largement contestée. Et donc finalement, je ne crois pas que la France se comporterait différemment dans ses relations avec certains États africains qu'elle se comporte avec Donald Trump quand il s'attaque à l'état de droit des fois. Niagale Bakayoko là-dessus, sur une relation sans exigence. C'est la preuve du réalisme et de la discrétion qui sont désormais la marque revendiquée de la politique qui est menée par la France, je dirais, depuis 2022, depuis le retrait forcé de Barkhane et les retraits qui ont suivi ensuite au Niger, au Burkina Faso et de manière peut-être encore plus traumatique au Tchad et au Sénégal. C'est-à-dire que la France cherche à rester présente sur le continent, mais de manière beaucoup moins visible. Peut-être qu'elle cherche à gagner en crédibilité tout en perdant en visibilité. Alors là, on est face à un sommet, mais comme vous l'avez dit... Qui ne passionne pas les Kenyans, comme nous le rappelait Bastien tout à l'heure, en termes de visibilité. Bon. Non, mais je ne suis pas sûre que les sommets Afrique-France ou France-Afrique aient non plus passionné les habitants de Pau ou de Montpellier. C'est possible. Montpellier, exactement. Mais ce qui est important, c'est ce que vous indiquez,
indiqué. Ça sera le suivi, parce qu'un sommet, c'est un one-shot, si je puis m'exprimer ainsi. La question qui va se poser, c'est de savoir ce qu'il adviendra des décisions qui seront prises dans ce cadre-là. Et est-ce que le risque est qu'il y ait, de la part de ces pays anglophones qui n'ont pas attendu la France, tout en étant des partenaires économiques majeurs, on l'a rappelé tout à l'heure, le Nigeria et l'Afrique du Sud notamment, à ce que la relation soit un peu déséquilibrée en défaveur de la France? En défaveur de la France, écoutez, c'est à la France de jouer sa partie dans un cadre concurrentiel et de compétition, simplement. Parce que les pays francophones, tout comme les pays anglophones, ont aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, une diversité de partenaires. Et c'est à la France, je dirais, simplement de trouver sa place, de dire dans ce grand rassemblement de partenaires où évidemment chacun essaye de maximiser ses parts de marché. Voilà, donc nous sommes dans un cadre évidemment de compétition, nous sommes dans un cadre de rivalité tout simplement, je dirais, entre puissances sur le continent africain. Il y a également, il faut prendre cela en compte, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment souligné, c'est le développement aussi du marché intérieur africain, qui est devenu lui-même un marché concurrent des partenaires extérieurs, développement des PME, des petites et moyennes entreprises en Afrique. Cela a bondi, je dirais, au cours des 20 dernières années. Il y a même l'émergence de multinationales africaines, comme Dangote, par exemple, au Nigeria, on peut en citer d'autres, Sonangol, en Algérie, etc., qui sont des entreprises de taille internationale. Et tout cela, évidemment, concourt aujourd'hui au nouveau champ de compétition dans lequel s'inscrit la France, comme d'autres pays le font, notamment les nouveaux arrivants comme la Turquie ou les pays ou les Émirats arabes unis. Et est-ce que de ce côté-ci, on a conscience de ça véritablement ou pas? Ceux qui sont chargés des dossiers, évidemment, ne sont parfaitement conscients. C'est vrai qu'il y a une limite à cette approche vis-à-vis de l'Afrique anglophone, et le Kenya est un bon exemple. Vinci, le groupe Vinci devait construire avec Meridiam, donc, qui est ce fonds d'investissement français dans les infrastructures, une autoroute qui avait été à l'époque négociée avec l'État kényan. C'était un projet, je crois, à 1 milliard ou à 1,5 milliard. Le projet a finalement été rétrocédé à 2 groupes chinois en 2024. Donc c'est quand même un aveu d'échec. Meridiam en a eu un autre en Éthiopie. Donc il y a évidemment des exemples, notamment au Nigeria, qui marchent. Mais au Kenya, ça a été plutôt un échec sur les projets structurants à l'échelle du pays, en tout cas. À quel moment de l'histoire intervient ce sommet, sans lui donner non trop d'importance, mais précisément, ça fait bien longtemps que les Chinois sont un partenaire essentiel de ce continent africain. Est-ce qu'on a atteint un palier? Est-ce qu'il y a énormément de choses encore dans le pipeline, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de place à prendre pour la France, mais pas que? Ou est-ce que, je pense aux Russes aussi également, on en est où là-dessus? On est dans une relation multipartenariale, mais qui en fait date d'au moins 25 ans. Quand on parle du cas de la Turquie, par exemple, que la diplomatie française semble découvrir comme extrêmement présente, en fait, c'est depuis 1999 qu'il y a des relations qui sont développées. D'où la question de la connaissance, de la conscience des choses qui n'est pas complètement... Et de la prise en considération de l'histoire et des archives. Le cas d'Israël est très intéressant aussi. Là aussi, c'est depuis la fin des années 90 qu'Israël cherche à être davantage présent sur le continent. Tous les pays moyen-orientaux aussi ont un rôle de plus en plus actif. Donc il y a un petit train de retard de la part de... Je pense que la France a trop longtemps considéré qu'elle était le partenaire unique et privilégié, en tout cas effectivement dans son espace francophone, mais qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait multiplication des partenaires. Elle s'est beaucoup concentrée sur la Chine et sur la Russie, mais ils sont loin d'être les seuls. On voit les chiffres, on a vu les chiffres de l'Angola par exemple, des pays comme le Brésil. L'espace lusophone est très actif aussi sur le continent. Donc oui, la France doit démontrer sa propre valeur ajoutée dans ce paysage. Non, mais c'est vrai que c'est très juste, mais sur la Chine, je pense qu'il y a un succès qu'Emmanuel Macron a réussi à mettre à l'agenda, c'est celui des dettes
notamment à la période Covid. Il a évoqué un moratoire sur les dettes africaines, notamment sur les dettes vis-à-vis de la Chine, et notamment la dette privée. Pour faire très simple, beaucoup d'États comme l'Angola étaient endettés très massivement auprès de groupes privés chinois et devaient rembourser directement en nature, c'est-à-dire en brut dans le cas de l'Angola, d'autres en minerai, qui étaient des vraies dettes toxiques, qu'on peut qualifier de toxiques pour ces États africains. Et il a réussi quand même à mettre le sujet sur la table, à l'évoquer dans le cadre d'un sommet, à endosser aussi pour certains États africains l'idée qu'il fallait avoir un moratoire et donc du coup aussi de capitaliser là-dessus. Et ça, c'est une de ses réussites, même si derrière c'est plus compliqué, mais ça a été vraiment, je pense, une de ses réussites pour montrer les limites aussi du modèle chinois et notamment de ses prêts concédés auprès des États. Il n'est pas trop tard, Francis Laloupo, pour réaliser des relations bien plus anciennes, peut-être bien plus ancrées vers une partie du continent que la France a peut-être un peu dénigré pendant longtemps. Non, je crois qu'il y a simplement un phénomène de rattrapage qui est en cours, tout simplement. Parce qu'on est passé effectivement de relations anciennes bilatérales entre la France et ses anciennes colonies. Et lorsque ces anciennes colonies ont rompu, je dirais, ce lien bilatéral pour opérer évidemment une diversification de leur partenariat en s'inscrivant dans une multipolarité en termes de commerce, en termes aussi de diplomatie, il y a eu effectivement, je dirais, un léger retard où la France a continué à regarder ces pays, je dirais, dans le rétroviseur, je dirais, avec les lunettes du passé, quoi. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un processus de rattrapage qui est en train de s'opérer. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'un principe de réalité que Emmanuel Macron prend en compte pour mettre en place ce sommet et consacrer la fin du précaré. La question est de savoir simplement si, évidemment, il y aura une continuité au-delà de ce sommet, quoi. Mais cette question, il faut la poser plutôt aux Français. C'est-à-dire que qu'en sera-t-il de cette diplomatie vis-à-vis de l'Afrique et du reste du monde après le mandat de Nicolas... Décidément. D'Emmanuel Macron. Avec bien sûr l'échéance de l'an prochain et une direction sans doute ou pas, peut-être différente des lunettes du passé aux lunettes d'aviateur du président Macron. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion, à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure. À tout à l'heure.